puisque maintenant, on va essayer de dire toujours les deux pour être inclusif par rapport à ça. On est absolument ravis de vous recevoir pour ce webinaire, un webinaire en fait qui a été instauré la semaine dernière au sein de l'IFOP, que nous, on a plutôt appelé IFOP at Home, parce que c'est un petit peu plus sympathique que ce terme de webinaire qui est un peu étrange. Donc, la semaine dernière, on a inauguré cette série avec une première autour des mutations de la société, en fait. Et on avait effectivement un éclairage politique, on avait un éclairage sociologique, et on avait un éclairage par rapport à la consommation des Français, avant, après. Donc, un webinaire déjà très intéressant qu'on peut toujours revoir d'ailleurs sur notre site en podcast. Et cette fois-ci, on a choisi en fait de parler de la santé. Alors, évidemment, vous me direz qu'on ne parle que de la santé. C'était un sujet qui était avant très, très segmentant et très sectorisé, qui devient maintenant vraiment un grand sujet global. Et on est ravis d'en parler de notre point de vue ici à l'IFOP, avec deux personnes de l'équipe de santé qui vous présentent en fait ces différentes analyses qu'on a menées à ce sujet, qui sont Christina Binnenfeld, moi-même et William Elchelevery. On va se présenter un petit peu plus en détail. On va aussi présenter notre hôte, notre contributeur aujourd'hui, qui est Bruno Donini. Et puis, on va vous amener un petit peu plus loin aujourd'hui de la manière dont on voit en fait l'écosystème et le changement de l'écosystème par rapport à la santé et par rapport à cette énorme crise sanitaire que nous passons. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous présenter, justement, comme on l'a dit, un petit peu plus nos trois intervenants, en fait, les trois personnes qui vont vous accompagner pendant cette heure. Donc, moi-même, c'est pas très poli de commencer de cette manière, mais voilà, moi-même, Christina Binnenfeld, je suis donc la directrice du département santé à l'IFOP, William Elchelevery, qui est directeur de clientèle, et nous avons donc le plaisir d'accueillir Bruno Donini, qui est directeur des affaires publiques chez Sanofi Pasteur. Qui dit Sanofi Pasteur dit vaccin, qui dit vaccin dit évidemment quelque chose qui est absolument au cœur de toutes nos préoccupations actuelles et des dernières semaines et des derniers mois. Il nous semble vraiment plus qu'heureux qu'il a bien voulu intervenir et partager avec nous ses points de vue et partager avec vous tous où on en est aujourd'hui par rapport au vaccin, quel est l'enjeu que ça représente, quelles sont les perspectives par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que toutes ces problématiques vous intéresseront au plus haut degré. Pour dire en 2 ou 3 mots, en fait, en quel contexte on s'inscrit à l'IFOP par rapport à ça. Donc, l'IFOP Healthcare, notre département, en fait, c'est un département qui intervient dans tous les domaines de la santé. Ça commence par la santé vraiment très experte, la santé très hospitalière, et ça va jusqu'aux questions, aux thématiques de santé, peut-être de manière plus sociétale, en fait, de manière plus globale. Donc, évidemment, on a cette légitimité-là, je pense, pour vraiment être dans le sujet. Il y a aussi la légitimité, ce qui nous a donné envie de travailler là-dessus et de préparer ces webinaires, mais aussi de creuser cette question. C'est le fait qu'on, pendant très longtemps, on n'entendait parler que de Covid et on s'est demandé toujours ce que devenaient toutes les autres patients et toutes les autres pathologies dont on traitait tout au long de l'année. Donc, on trouvait ça intéressant aussi de mettre ça en perspective et de savoir, OK, il y a le Covid et tout ce que ça a amené comme changement dans nos vies, mais cuite de tout ce qui concerne son impact sur l'écosystème de la santé et sur les patients aussi. Voilà, donc on essaie d'aborder ça en 1 heure et ça fait pas beaucoup de temps pour un sujet aussi complexe, mais au moins on peut commencer à titiller certains aspects. Alors, William et moi, on s'est un peu partagé le travail, c'est-à-dire moi, je veux commencer à parler sur le contexte et une mise en perspective globale, et je veux aussi parler des impacts sur les acteurs de l'écosystème, et William va parler de la consultation en termes de Covid, donc justement les aspects que je viens de mentionner par rapport au fait que sont devenus les autres patients, et il y aura un grand focus sur le vaccin que, évidemment, Bruno, après, complétera et apportera son éclairage tout à fait spécifique et insightful. Alors, insightful, j'ai dit aussi ça par rapport au fait qu'à l'IFOP Healthcare, on a vraiment une vision, où on essaie tout au moins d'avoir une vision assez globale des choses, d'aller un peu au-delà de la France aussi pour une mise en perspective, et je pense que par rapport à la santé, c'est très important aussi.
pour cette mise en perspective, c'est vrai que nous-mêmes, on est un peu internationaux, donc s'il y a des petites actions ou des choses qui se baladent en ce qui me concerne, voilà, c'est normal. Donc, perspective internationale, on va essayer de vous montrer aussi à 2-3 reprises comment la France se situe par rapport aux autres pays, par rapport à ce qu'on va découvrir. Un dernier aspect sur les sources. Là aussi, on a essayé d'être très ouvert et de piocher dans différentes sources qui sont à notre disposition. Alors, tout d'abord, il y a ce trésor inestimable qui sont effectivement ou qui représentent les études qui sont disponibles à l'IFOP, les études publiées. C'est un trésor dans lequel on peut piocher et franchement, il y a des expertises et il y a des résultats absolument passionnants. Et donc, je vous invite vraiment d'y aller aussi sur tout ce qui concerne les spécificités sur notre site. Il y a vraiment un secteur spécifique qui a été développé sur le Covid. On a regroupé toutes les études Covid. C'est très, très intéressant. Donc, on a pioché là-dedans. On ne s'est pas contenté de ça. On a également aussi, par exemple, regardé très fortement une étude où on se référait à une étude qui s'appelle Coconel, qui a été une étude qui a été mise en place avec notre département opinion et un consortium de chercheurs et qui donc là apporte vraiment de la matière à la recherche sur le Covid. Donc, IFOP est très actif dans ce domaine-là aussi. Il y a après d'autres sources auxquelles on a encore fait référence. Par exemple, il y a des sources officielles, des sources d'autres études publiées qui nous semblent intéressantes. Il y a des études aussi, des partenaires avec des gens avec qui on travaille très étroitement. Et à ce titre-là aussi, merci à Plusa qui a aussi nous a permis en tant que partenaire dans le même groupe à avoir accès à des informations en études publiées qui se trouvent aussi sur notre site. Et puis aussi, il y a des informations qui datent d'une étude qu'on a mise en place nous-mêmes parce que justement, on trouvait intéressant de faire une étude ad hoc sur ce domaine de la continuation des soins parce qu'on trouvait que cette question n'était pas beaucoup ouverte. Donc, il y a un certain nombre de résultats que vous allez voir qui proviennent vraiment d'une étude que nous, on a mise en place par rapport à ça. Donc, il y a du national, il y a de l'international, il y a différentes sources. Voilà, commençons peut-être avec le premier sujet. Ah, j'ai oublié quelque chose d'important tout de même. Ça concerne les questions. Il y a un chat à droite. Effectivement, on va le suivre. On va noter vos questions. On ne va pas y répondre tout de suite. On va en revanche bien en prendre soin. On va le regarder et je vous propose à la toute fin de notre webinaire, dans les dernières 10 minutes à peu près, d'avoir un temps d'échange où nous, on va lire et on va essayer de traiter 2-3 questions et par des répondants différents. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter, à laisser vos questions qui sont très utiles pour profiter de cette opportunité d'échange. Alors, commençons par une mise en perspective, une contextualisation en quelque sorte en fait par rapport à ça. Alors, chloroquine. Alors, je suis certain que il y a 6 semaines, personne d'entre vous ne savait ce que c'est que la chloroquine, en dehors de Bruno, je pense. Et moi aussi, j'ai un vague souvenir d'avoir utilisé le Plaquenil pour X ou Y raison il y a 30 ans. Voilà, donc c'est une très vieille molécule qui est devenue tout d'un coup à la une à un degré absolument insensé. On a pris les données en fait qui ont été mises à disposition par l'INA et on a vu en fait que l'INA dit que chloroquine sur BFM Télé a été mentionné jusqu'à 35 fois par heure et dithiaroute jusqu'à 15 fois par heure. Donc, on est dans un contexte de médiatisation d'un phénomène qui est absolument incroyable. Il y a bien entendu la médiatisation de la maladie du Covid à proprement parler. Alors là, ça ne fait pas de doute. Et vous avez le statistique à gauche, pareil, qui provient de l'INA, où vous voyez qu'en fait, le temps d'antenne qui est occupé par le Covid, en fait, est absolument impressionnante. On est à plus de 80% du temps d'antenne qui tourne autour de ça. On a effectivement l'impression qu'il n'y a plus aucun autre sujet qui ne peut émerger. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est effectivement tout d'un coup, l'intérêt et la vulgarisation, avec plus ou moins de bonheur, des aspects qui avant n'étaient ouverts que à des gens experts de la santé. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a tout un univers qui s'est ouvert, comme avec des termes assez complexes, comorbidité, chloroquine, charge virale, en fait, tous ces termes-là qui étaient encore inconnus du grand public, tout d'un coup, ont été mis sur la table. Et
ce qu'on voit par rapport à ça, c'est qu'il y a quelque part un télescopage, parce qu'avec les termes, va aussi le fait qu'il y a eu tout d'experts et des experts médicaux qui sont venus sur les plateaux de télé, qui n'étaient pas forcément habitués à être comme ça, exposés à la lumière, à la grande lumière. Et il y a un télescopage des temporalités qui se fait. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la temporalité de la télé, il y a la temporalité de la communication, il y a la temporalité des attentes de la population générale, du grand public, qui voit ces virus arriver et qui a envie de trouver vite un traitement, des tests, un vaccin, bien entendu. Et il y a de l'autre côté le temps de la recherche et le temps des scientifiques. Et c'est vraiment pas le même. Je vais vous donner une citation qui m'a beaucoup impressionnée par rapport à ça, parce que pour le médecin, tout ça, ça va déjà incroyablement vite d'un point de vue scientifique. Le virus n'existait pas encore, ou tout au moins on n'en avait pas connaissance il y a 6 mois, et on est déjà à des points qu'il y a des essais cliniques dans le monde entier, qu'il y a des vaccins qui sont en train de se développer, mais donc, cette citation que je trouve intéressante, c'est un médecin qui dit, le professeur Duval, qui dit « Nous avons rédigé le protocole d'une recherche clinique entre vendredi 30 janvier 15h et 1er février 5h du matin, obtenu les autorisations réglementaires le 5 février et avons inclus les premiers sujets le jour même. Généralement, il faut 2 à 3 ans pour construire un tel produit. » C'est-à-dire que, du coup, de télescopage de temps, on est passé de quelque chose que normalement prend 2 à 3 ans à quelque chose qui prend à peine une semaine. Donc, c'est incroyablement vite. Mais cette incompréhension de deux mondes qui s'affrontent, ça donne beaucoup de confusion parce que du coup, les médecins, les chercheurs sont obligés de donner des informations pratiquement en temps réel et ça est source de confusion dans le grand public qui ne peut pas forcément comprendre ou n'a pas non plus le recul suffisant. Donc, on se retrouve avec beaucoup d'informations aussi parfois contradictoires sur la sévérité. On est passé d'une grippette à une grippe, à une maladie neurologique, sur les symptômes purement respiratoires ou bien autre chose, des groupes d'âge touchés, c'était que des personnes âgées, ah ben non, finalement, il y a des filles de 16 ans qui meurent, etc., etc. Donc, du coup, même la contamination, est-ce qu'on est en gouttelette, en aérosol? Donc, finalement, on est sur énormément d'incertitudes. Dans ces incertitudes, ce qui joue aussi, et je pense que là, c'est peut-être un phénomène assez français, c'est que dans d'autres pays, les pays que je connais ou les pays que je suis, j'ai vu que ce virus, cette grave crise sanitaire, était aussi le moyen de voir, le moment de voir apparaître des personnages qui font vraiment unanimité, qui sont fédérateurs en fait. Donc, par exemple, en Allemagne, c'est un virologue, c'est Christian Drosten qui en fait a accompagné Merkel et qui est vraiment aussi à l'origine de ce qu'on appelle un peu le succès allemand. Au New York, c'est le gouverneur et son frère journaliste, par exemple, les frères Cuomo, qui ont réussi à fédérer avec connaissance et empathie. Ça peut être des chefs d'État, même en Belgique, où le pays s'est découvert une première ministre femme provisoire, intérim, qui a réussi à fédérer tout le monde, ou la Nouvelle-Zélande avec Jacinda Ardern, qui a aussi à fédérer tout le monde. Ben, en France, en fait, il n'y a pas de fédération. Ce qu'on a, c'est quelqu'un qui pousse encore plus la controverse et qui est le professeur Raoult, en fait. Je veux dire, sans aucun jugement concernant ce qu'il dit, mais c'est juste quelqu'un qui est à l'origine de beaucoup de controverses. Donc, en France, il n'y a pas d'émergence. Ce virus n'a pas été l'occasion, en fait, de trouver une cohérence, même politique ou fédérateur par rapport à ça. Voilà, donc ça, c'était un petit peu l'introduction par rapport à cette thématique. Maintenant, parlons de la prévalence. Donc là, on est maintenant sur des faits très, très précis. Alors, la prévalence par rapport au Covid, c'est un sujet très aigu et très important. Pourquoi c'est aussi aigu et important? C'est en fait avec la prévalence, ça veut dire qu'on sait combien de personnes ont été infectées. Et pour savoir combien de personnes ont été infectées, c'est un facteur qui est très important, une information de première utilité pour savoir si on va arriver à 70% d'immunité, c'est-à-dire 60-70% est nécessaire pour que le virus soit interrompu et pour que la contamination soit interrompue.
En fait, on est très, très, très loin, en fait. Et on a tout simplement demandé aux Français, voilà, est-ce qu'ils ont été testés positifs? Est-ce qu'ils pensent l'avoir eu de manière certaine parce qu'ils ont eu tous les symptômes, il n'y a pas de doute? Est-ce qu'ils pensent éventuellement l'avoir eu, ils ne sont pas certaines? Est-ce qu'ils ne pensent pas l'avoir eu ou est-ce qu'ils ne savent pas? Voilà, quand on regarde ces chiffres, on voit qu'en fait, en population générale, sur 1000 personnes, on a 1% des personnes qui disent, en fait, c'est 0,9. Oui, j'ai été testé positif, je sais que je l'ai eu. Il y a 3%, 2,9, qui ont dit j'ai pas été testée, ce qui n'est pas surprenant parce qu'il y a eu peu de tests en France, mais je suis certaine de l'avoir eu parce que j'ai eu vraiment des symptômes qui étaient assez clairs. Il y a 11% qui disent j'ai eu des symptômes, je l'ai peut-être eu, peut-être pas, je ne sais pas. Voilà, donc on voit qu'on est quand même très très loin des 60-70% nécessaires pour une immunité de groupe qui serait nécessaire pour casser en fait la contamination par le vaccin de manière naturelle. Alors, ce qui m'a interpellée par rapport à ces chiffres, c'est aussi que, alors c'est peut-être un peu hérésie ce que je vais vous dire, mais vous savez qu'en marketing, en règle générale, on applique la règle de 80-20, c'est-à-dire qu'on considère que les gens qui disent qu'ils sont tout à fait convaincus de quelque chose le sont en réalité à 80%, c'est-à-dire ils disent tout à fait convaincus, ils vont acheter telle et telle chose qui vont le faire à 80%, et pour ceux qui disent peut-être ou probablement, on va pondérer ça à 20%. Donc voilà, on prend des mesures pour pondérer ce que les gens nous disent. On a appliqué un petit peu cette même règle à ce pourcentage ici, c'est-à-dire on s'est dit, le 1% qui ont été testés, ils ont vraiment été testés, les 3% qui disent qu'ils l'ont clairement eu, on va les pondérer à 80%, et ceux qui disent qu'ils l'ont probablement peut-être eu, on va les mettre à 20% de sécurité. Et voilà, quand on fait ce calcul, c'est 11, 3, 4, donc les 17% qui ont là, c'est pondéré vers 5,5%. Donc, selon notre étude, un facteur de pondération, on peut dire qu'il y a 5% de la population qui a probablement, enfin avec une certainitude, a eu le virus. Alors, ce qui est assez intéressant par rapport à ça, c'est que il n'y a pas très longtemps, l'Institut Pasteur, le 21 avril, dans un modèle prévisionnel, a annoncé que le 11 mai, 5,7% de la population auront probablement été en contact avec le Covid-2, avec un intervalle de confiance allant jusqu'à 10%. C'est-à-dire qu'ils ont fait un modèle assez complexe en fait d'anticipation qui leur permet de dire en modélisation qu'on serait à 5,7% de contamination le 11 mai. On est le 7 mai et il nous semble qu'avec notre approche très simpliste, on arrive à quelque chose qui est quand même très très proche puisqu'on arrive à 5,5%, donc versus 5,7%. Donc voilà, c'est juste pour dire que ces études en population générale, un petit coup de projecteur, ça peut donner des informations d'une très grande qualité qui peuvent tout au moins donner un éclairage. Ils ont besoin après d'être complétés par des études plus scientifiques, mais c'est vraiment des outils puissants, ces études en population générale, nationale, représentative, qu'on devrait utiliser certainement pour le médical aussi beaucoup plus souvent qu'on ne le fait, si on n'a pas le temps de mettre toujours un protocole médical complexe en route. Je vais passer rapidement sur la question sur l'entourage. On a demandé aux personnes aussi si leur entourage immédiat, ils connaissent quelqu'un qui a eu un Covid. C'est évidemment une question aussi importante pour savoir dans quelle mesure les personnes se sentent concernées par rapport à cette problématique. On voit ici qu'il y a à peu près entre un quart et un tiers de la population qui connaît quelqu'un de proche qui a eu le Covid. Et ceux qui connaissent quelqu'un, ils connaissent en moyenne 2,5 personnes. Donc, c'est important aussi de savoir qu'on est là en médiane 1,1, qu'on est là aussi à quelque chose d'assez intéressant en termes de santé publique. Un autre aspect concerne les symptômes. On a demandé aux personnes quels sont les symptômes qu'ils ont eus. On ne va pas entrer en détail ici. En revanche, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est d'abord la diversité des symptômes. Il n'y en a pas un qui se dégage de manière absolument évidente et ça va être tout à fait dans le sens de ce qu'on voit de plus en plus aussi dans les publications médicales où finalement on se rend compte que
On est assez loin de la fièvre et de la toux et des problèmes respiratoires qu'on avait initialement indiqués en tant que marqueur de cette pathologie, qu'en fait c'est une pathologie beaucoup plus multiforme, protéiforme, et qu'il y a de plus en plus de symptômes qui se greffent là-dessus. Donc c'est assez intéressant parce que ça veut aussi dire qu'il faut probablement changer le discours un peu simpliste qu'ils nous ont donné actuellement. Et ça veut aussi dire que c'est probablement une maladie un peu plus complexe que juste une maladie respiratoire. Alors, une autre question, et là, c'est des données externes, en fait, auxquelles je me réfère, c'est est-ce que ce pic est en fait passé? C'est-à-dire, est-ce que le plus gros est derrière nous? Est-ce qu'on peut dire à partir de maintenant que ça va mieux? Alors, à gauche, vous avez, c'est pas très très lisible, mais je pense que vous allez pouvoir le regarder quand même. Vous avez un extrait de données qui proviennent de Sermo. Alors, Sermo, c'est notre partenaire pour des études avec le monde médical, mais Sermo, c'est avant tout un énorme réseau social de médecins où les médecins entre eux s'échangent, en fait, un peu comme un Facebook, rien que pour les médecins. Voilà, et Sermo régulièrement pose des questions à leur énorme groupe de participants, en fait. Et ces questions-là, par exemple, donc c'est là aussi, c'est tout à fait accessible. Je pense que tout le monde peut y aller et trouver toutes sortes de réponses aussi. Quels sont les traitements que les médecins du monde entier impliqués dans le traitement de Covid trouvent, par exemple, le plus intéressant. Donc, c'est vraiment passionnant comme source. Et là, vous voyez, ils ont juste posé la question aux médecins impliqués, ben voilà, dans quelle mesure vous considérez que vous êtes déjà au pic de la maladie, que le pic est dépassé ou qu'il est encore devant vous. Donc, quand c'est bleu, c'est que le pic est derrière, et quand c'est vert, c'est que le pic est encore devant. Donc, vous voyez qu'en France, il y a quand même la majorité des médecins pensent que le pic est vraiment derrière nous. C'est une information de la semaine du 21 au 23 avril. C'est vrai que les choses bougent au jour le jour. Et juste une petite information là, donc positif pour l'Espagne et l'Italie où les médecins sont encore plus confiants, et on voit qu'en Angleterre, les États-Unis et même en Allemagne, les médecins sont quand même beaucoup plus sceptiques en fait. Ils se disent que probablement il y aura encore des choses à venir. Un marqueur là plus précis, parce que là on est vraiment très macro avec les données de Sermo qui concernent beaucoup de pays. Si on se concentre sur la France, prenons un peu le point de vue des médecins. Ici, on se base sur une étude A+1, en fait, A+1, a relevé en fait le nombre d'actes de médecins dans différentes de médecins omnipraticiens, donc des médecins généralistes, et a évalué quel est le pourcentage de ces actes qui est dédié à un diagnostic de Covid. Et on voit que selon les semaines, bah, c'est vraiment en train de jeter. On est maintenant à 10% des actes qui sont dédiés au Covid, versus 22% à peine 2 semaines avant. Donc, il y a vraiment une chute assez nette. Vous avez plus d'informations concernant cette étude sur notre site aussi. Elle est publiée en entièreté et vous avez donc toute l'information qu'il faut de la part des médecins. Je laisse la parole à William pour la consultation plus spécifique en temps de Covid. Oui, bonjour à tous. Comme Christina vous le disait en introduction, un des sujets qui nous intéresse, c'est ce qui se passe au niveau de la gestion des maladies hors Covid. On a tendance à l'oublier, tellement l'attention est focalisée sur cette pathologie actuellement. Mais bien sûr, les maladies chroniques existent toujours et les malades chroniques ont besoin de consulter de manière régulière. Il y a également des maladies ponctuelles, aiguës, comme tout au long de l'année. Et donc la question qu'on se pose, c'est quel est l'impact du confinement sur la gestion de ces maladies. Nous avons donc mené une étude auprès de 1000 répondants en France pour essayer de répondre à cette question, pour voir dans quelle mesure la continuité des soins est assurée ou non, et comment se passe cette continuité des soins. Sur cette première slide, on vous présente quelques résultats sur la continuation des soins pour les patients souffrant d'une maladie chronique. Dans notre échantillon, nous avons 40% des Français qui présentent une maladie chronique, toutes maladies confondues. On a inclus là-dedans l'obésité et on a demandé à ces personnes si elles avaient consulté
un médecin depuis le début du confinement. On voit que 44% ont consulté et on voit tout de suite que 12% n'ont pas pu consulter alors qu'ils avaient besoin de le faire. On peut donc se poser la question pour ces 12% de malades chroniques qui, encore une fois, ont besoin d'un suivi régulier, quel impact cette non-consultation, ce non-accès aux soins a pu avoir sur leur état de santé. Ensuite, quand on regarde les consultations effectives, une donnée qui nous paraît intéressante ici, c'est le nombre de téléconsultations, que ce soit par téléphone ou par vidéo, par Skype par exemple, qui s'élève actuellement à plus d'un tiers de ces consultations. Ça, c'est une nouveauté. L'assurance maladie essaie de pousser l'utilisation de la téléconsultation depuis son remboursement en septembre 2018, avec relativement peu de succès dans un premier temps. Après un an, 60 000 consultations, 60 000 téléconsultations avaient lieu en France. Et donc, cette apparition d'un tiers de téléconsultations chez ces malades chroniques, c'est une vraie nouveauté liée directement à ce confinement. Enfin, on a regardé le taux de satisfaction de ces malades chroniques avec la consultation et tout moyen confondu. Et on voit que plus d'un quart n'ont pas été satisfaits de cette consultation pendant cette période de confinement. Si on regarde maintenant des questions similaires, mais cette fois-ci hors maladie chronique, c'est-à-dire des Français qui ont eu besoin de voir un médecin pendant la période de confinement, non pas pour un problème lié au Covid et pas non plus pour une maladie chronique. On a 20% de notre échantillon au total qui a eu besoin de consulter un médecin. 42% de ceux-là ont effectivement pu consulter, même si on a 10% qui nous disent que cela a été difficile. 58% n'ont pas pu consulter, soit parce que ça n'était pas possible, donc plus d'un quart qui nous disent que le cabinet du médecin était fermé ou le médecin était absent, et on a presque un tiers qui ont abandonné l'idée de consulter un médecin pendant cette période. Et quand on regarde les raisons d'abandon, on note un certain civisme en fait de ces personnes. Les deux raisons principales qui ressortent, c'est le respect des règles du confinement, alors que en théorie ces règles de confinement n'empêchent pas de consulter un médecin, et pour ne pas encombrer les consultations médicales. Et ces deux raisons viennent bien avant la crainte de contracter le virus. Là aussi, on a regardé les types de consultations, et cette fois-ci, en cumulant les téléconsultations par téléphone et les téléconsultations par vidéo, on arrive à 26% de téléconsultations. Donc là aussi, un chiffre très important, bien au-delà des chiffres habituels qu'on aurait pu avoir, ne serait-ce que début mars. Et enfin, si on fait un focus du côté médical, en faisant référence au baromètre de A+A que Christina a déjà évoqué avec vous, deux données sur cette slide, le nombre d'actes réalisés par des médecins à différentes dates au mois d'avril, et le pourcentage de téléconsultations sur cette période également. Donc c'est un cumul, hein, c'est à la dernière vague du baromètre, ces résultats sont sur 125 médecins de mémoire, et donc sur 125 médecins, on voit que le nombre d'actes a chuté très fortement jusqu'au 8 avril, pour remonter depuis et revenir à un niveau de début avril, fin mars. Et en même temps, le niveau de téléconsultation est monté jusqu'à 30%, pour là aussi rechuter légèrement lors de cette dernière vague. Donc, si on met en perspective ces chiffres, parce que les pourcentages de téléconsultation et les nombres d'actes réalisés
par un médecin, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la normale, entre guillemets? Eh bien, d'après Doctolib, le site de prise de rendez-vous médical en ligne, entre une semaine moyenne de janvier de cette année et la semaine du 13 avril, le nombre de consultations, quelle que soit leur forme, a chuté de 47% chez les médecins généralistes, donc presque de moitié moins d'activité que d'habitude, et de 71% en moyenne chez les spécialistes. Cette chute des consultations, elle a forcément des impacts, et par exemple, on peut parler de la vaccination, où on a des chiffres de l'ANSM qui nous annoncent que le nombre de vaccins non réalisés sur l'ensemble des 5 semaines de confinement et qui est à rattraper atteindrait 77 000 nourrissons pour les vaccins hexavalents de 3 à 18 mois et de 285 000 vaccins antitétaniques destinés au rappel des enfants, des adolescents et des adultes. Donc c'est vraiment non négligeable et cette chute des consultations peut avoir des impacts assez graves. De l'autre côté, si on regarde les chiffres sur la téléconsultation, comme je vous le disais tout à l'heure, ces chiffres avaient du mal à décoller malgré leur remboursement par la Sécurité sociale depuis septembre 2018. Et là, selon les chiffres de l'assurance maladie, le nombre de téléconsultations en France a explosé à près de 1,5 million la dernière semaine de mars. Et si on se réfère encore une fois à Doctolib, qui propose des consultations par vidéo, leur nombre de consultations vidéo est passé de 1000 par jour à 100 000 par jour en moins d'un mois. Donc, quelques questions qu'on peut se poser au regard de ces chiffres. Premièrement, quel est l'impact sur la santé de ces non-consultations, notamment pour les personnes ayant des maladies chroniques qui nécessitent un suivi régulier. Donc, où en sont ces personnes aujourd'hui et quel va être l'impact sur leur santé future? Quel engorgement potentiel des cabinets médicaux on peut prévoir suite à la fin du confinement, notamment chez les spécialistes avec qui il n'est pas facile d'avoir un rendez-vous de manière habituelle? Est-ce qu'il va y avoir un véritable goulot d'étranglement avec des gens qui n'ont pas pu consulter pendant 5 semaines, qui vont se jeter sur les premiers rendez-vous disponibles? Et enfin, quel avenir pour la téléconsultation? Est-ce que ces chiffres records vont se maintenir? Est-ce qu'il va y avoir une baisse? Quelle va être la proportion de ces baisses? Et quel est l'impact pour le médecin de pratiquer ces téléconsultations? Et quel pourrait être l'impact sur leur façon de pratiquer, d'être de plus en plus à distance par rapport à leurs patients? Voilà, je repasse la parole à Christina, qui va nous parler de l'impact de cette crise sur les acteurs de l'écosystème. Oui, merci William. Et tu as déjà bien évoqué le sujet par rapport à l'impact sur les médecins et la téléconsultation. Moi, je veux revenir un petit peu, ouvrir le champ une fois de plus sur à la fois l'international et à la fois de manière plus globale ce que ça implique sur le monde médical, en fait, ce Covid. Donc, il faut quand même bien être conscient que pour les médecins, c'est un choc aussi. C'est un choc parce qu'ils ont découvert quand même le virus au fur et à mesure. C'est aussi un choc parce qu'in fine, le manque de moyens que nous, on a constaté en France et qui nous a, je pense, tous choqués aussi, en fait, parce qu'on ne se croyait peut-être pas si fragile. On n'est pas le seul à avoir vécu ça. Donc, toujours selon mon sermon, il y avait quand même pratiquement 50% des médecins qui, à un moment donné, avaient, par exemple, un manque pour pouvoir exercer leur métier et pour pouvoir intervenir. D'autres chiffres pour mettre un peu en perspective le côté un peu dramatique. Medscape, qui est un site dédié pour l'information médicale, en fait, recense les morts, en fait, à une sorte de morts. Donc, on est à plus de 500 morts professionnels de santé qu'ils ont recensés. En Italie, on a constaté plus de 150 morts. En Angleterre, en UK, on est à plus de 100 professionnels de santé actuellement
qui sont déjà décédés. Et souvenez-vous que l'Angleterre, c'était aussi un pays, on pense qu'en fait, l'épidémie n'a pas encore atteint le pic pour beaucoup. Et globalement, les professionnels de santé, effectivement en première ligne, elles sont 6 fois plus atteintes que le reste de la population et c'est donc vraiment très, très à risque. Alors, ce virus, en plus, il est arrivé à un moment donné en France, quand on n'était quand même pas dans le moment le plus serein possible. Même si ça paraît très, très, très loin, on était déjà dans un monde hospitalier qui était déjà à bout et qui était très, très remonté. Pourquoi? Avant tout pour des manques de moyens, en fait. Il y avait vraiment une très forte tension dans les hôpitaux à cause du budget qui avait été annoncé, je pense, au mois d'octobre. Ce budget, en fait, il prévoyait pour 2020 une augmentation limitée à peu près 2%. Or, il faut savoir que globalement, la santé est forcément amenée à amener un budget plus important pour des raisons qui sont tout à fait structurelles, c'est-à-dire il y a le vieillissement de la population tout simplement, il y a le fait que de plus en plus de personnes souffrent de maladies chroniques, ce qui en soi aussi une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on arrive à traiter des maladies aiguës pour les transformer en maladies chroniques. C'est parce que aussi, mine de rien, il y a de plus en plus de techniques ou de traitements mis en œuvre qui ont un coût important et de plus en plus important. Donc, il avait été évalué que rien que pour rester au même niveau, il faudrait une augmentation au moins de 5% du budget. Or, en fait, les 2%, ça voulait donc dire que l'hôpital trouve des économies de l'ordre de pratiquement 800 millions, 1 milliard d'euros, ce qui est voilà, énorme. Et donc, les médecins étaient déjà remontés, il y avait des grèves, il y avait la démission administrative et collective des chefs de service. Et là-dessus, donc, c'est greffé, dans ce contexte, c'est arrivé cette crise énorme qui a mobilisé pratiquement tous les hospitaliers de manière insensée et jamais vue. Et ce qui s'est passé pendant cette crise, c'est en fait, elle s'est sortie en fait du carcan administratif qui a quand même amené la situation actuelle en partie, c'est-à-dire que depuis quelques années, on est sur des facturations à l'hôpital, sur des systèmes de refacturation qui sont assez spécifiques et qui valorisent pas forcément l'acte médical et surtout qui font primer l'administratif et la bureaucratie par rapport à l'acte médical. Donc du coup, les médecins, ils devenaient plutôt la 5e roue de carrosse par rapport à ce que l'administration et la bureaucratie pouvaient amener à l'hôpital. C'était au moins le ressenti de cette manière-là. Et là, tout a été balayé, les murs ont été poussés, tout le monde s'est mis à l'œuvre sans avoir toute cette administration. La question, c'est est-ce qu'on pourrait revenir en arrière et dire maintenant tout le médecin, personnel soignant, de dire il va falloir à nouveau remplir XCAS, etc. pour faire ceci, cela. Ça paraît quand même difficile en fait. Pour les Français, quel a été l'impact par rapport à la vision qu'ils ont des professionnels de santé? Parce qu'on voit qu'en fait, dans cette complexité de l'hospitalier où les Français ont pu assister à la fois a quand même une déconvenue en fait du système hospitalier, c'est-à-dire je pense que pour beaucoup ça a été un choc de voir que le système de soins et de santé dont on était quand même très fiers, et je rappelle il n'y a pas si longtemps que ça, l'OMS avait nommé la France en tant que meilleur pays, un pays avec le plus de meilleur système de santé. Suite à ça, en fait, on se retrouvait face au fait d'être d'un système de santé hospitalier qui était complètement diminué ou souvent dépassé. Et c'était quand même assez anxiogène par rapport à ça et en décalage avec le discours officiel. Et en même temps, on va assister à des prouesses avec les professionnels de santé qui transportaient en fait des malades graves en TGV. Donc, il y avait un mélange des choses. Et par rapport à tout ça, je pense que les Français se tournent aussi, mais plébiscitent en fait les professionnels de santé de proximité. Le niveau de confiance des Français dans leurs professionnels de santé n'a jamais été aussi élevé qu'en avril 2020. Les professionnels de santé de proximité, c'est-à-dire les médecins généralistes et les pharmaciens. Donc, c'est assez évident. Là, on est maintenant à un niveau de 97% pour les deux. Et on voit d'ailleurs, de manière très intéressante, que le rôle des pharmaciens
où la confiance accordée aux pharmaciens a vraiment augmenté. On est passé dans 92% à 97%. Et ça, c'est concomitant, en fait, en octobre 2018, quand les pharmaciens ont eu le droit de vacciner. Et cet acte un peu symbolique, enfin cet acte réel a eu une portée vraiment symbolique par rapport au fait que ça leur conférait un réel rôle médical qu'ils ont pris avec grand plaisir. Et donc, du coup, ça a amélioré visiblement leur image et la confiance que les Français ont en eux. 97%, c'est vraiment des chiffres très, très élevés. Alors, si on regarde un petit peu plus spécifiquement le rôle des pharmaciens dans la crise, particulièrement légitime dans la crise, mais aussi au-delà. Dans la crise, qu'est-ce qu'on attend de leur part? D'abord, on trouve qu'ils ont quand même exercé courageusement dans le contexte du coronavirus. On trouve aussi à 82% que ce sont quand même eux qui sont le plus des acteurs de confiance pour la vente des masques, et c'est beaucoup plus important que la grande conso à qui il n'y a que 9% qui donnent de la confiance. 94% en plus souhaitent qu'il y a dans les pharmacies un espace spécifique Covid qui regroupe les tests, les masques, les gels, les pharmaciens qui donnent du conseil. Donc en fait, cette idée d'avoir du conseil est quand même vraiment très très important et très plébiscité par rapport à ça. Mais au-delà, on souhaite clairement que les pharmaciens prennent plus de rôle. 91% des Français considèrent comme indispensable dans la vie quotidienne. 82% pensent qu'ils devraient être davantage associés à l'élaboration des politiques de prévention. Donc, vraiment, on leur donne un rôle politique. On pense à 80% qui sont une sorte de service public. Et 77% pensent que les pharmacies constituent un principal lieu d'accès aux soins ou de conseils en matière de santé. Donc, vraiment un rôle très, très fort des pharmaciens qui peut les conforter beaucoup dans la prise des responsabilités qui est actuellement en train de se faire. Donc, pour voir un petit peu, pour clore ce chapitre des émergences au niveau des changements dans l'écosystème des acteurs, je dirais il y a une prise de conscience sur les enjeux de santé. On passe globalement d'un enjeu individuel vers un enjeu politique et collectif, et on s'est rendu compte, je pense là maintenant, que la santé est vraiment quelque chose qui prime par rapport aux enjeux économiques même, et que ce n'est pas la santé individuelle, mais c'est bien de la santé collective et de risques de santé collective que nous prenons. Ça, je pense que c'est un changement fondamental de notre approche et de notre conscience collective qui va laisser des traces. Deuxièmement, il y a une réconsidération du rôle des experts et médecins versus les politiques. Je me réfère par rapport à ce qu'on a dit au début quand on parlait du fait qu'il y a des temporalités différentes qui s'entrechoquent entre les experts, les scientifiques et les politiques, et que souvent on a l'impression qu'on assiste à une espèce de dialogue de sourds, et il y a aussi une partie de l'opinion publique qui peut considérer qu'en fait, les experts ou les médecins prennent trop d'importance par rapport aux politiques qui devraient prendre les décisions, mais on peut aussi dire que les décisions des politiques en matière sanitaire devraient être fondées sur ce que disent les experts. Donc, il y a vraiment un équilibre à trouver. Là, je pense que c'est un équilibre qui se trouvera en respectant chaque culture et chaque écosystème déjà existant, mais c'est un équilibre délicat. Après, concernant les modes de consultation, on en a parlé, la téléconsultation ne va forcément pas rester au même niveau qu'aujourd'hui parce que c'était une situation extraordinaire, mais elle est certainement arrivée pour rester. Beaucoup de Français l'ont découvert et ont certainement aussi l'intention de continuer à la mettre en place. L'hôpital a fait face à une crise en remettant le médical et le soin au centre au détriment de l'administration. Là, un retour en arrière paraît difficile. On peut s'imaginer que là, actuellement, vous avez déjà le signal du directeur de l'ARS de Grand Est qui a été limogé parce qu'il voulait continuer en fait sur la ligne budgétaire qui avait été quand même décidée par le gouvernement quelques mois avant. Donc, on peut quand même s'imaginer que là, les rapports de force ont bougé au sein de l'hôpital et que les médecins vont peut-être reprendre la place au sein de toute cette chaîne de soins qui est nécessaire pour assurer notre santé. Et médecins et généralistes, et surtout pharmaciens, ont su se montrer à la hauteur de l'enjeu
ils sont considérés comme des vrais acteurs, ou surtout les pharmaciens, comme des vrais acteurs de santé de proximité. Ils ont pu prouver ça, et c'est certainement un rôle dont ils peuvent, enfin une confiance qu'on leur fait, et un rôle dont ils peuvent profiter pour rebondir et pour développer encore plus leur offre dans ce sens. Voilà, donc je laisse la parole à William et à Bruno pour parler vaccin. Donc d'abord, William. Oui, merci Christina. Je vais aller très vite pour laisser de la place à Bruno pour s'exprimer. On voulait simplement, en introduction de ce que Bruno va vous dire, faire un petit focus sur l'opinion des Français envers la vaccination. Hop. Alors tout d'abord, cette slide qui vient d'une étude qui s'appelle Wellcome Global Monitor, c'est des données de 2018. C'est une étude menée dans 140 pays avec 140 000 répondants qui couvre beaucoup de sujets de santé différents. Et sur cette slide, vous voyez que la France est championne mondiale de la méfiance envers les vaccins. Je ne vais pas aller très dans les détails, mais là, vous avez les chiffres, les pourcentages des Français qui ne croient pas que les vaccins soient efficaces en vertical, donc presque 20%, et surtout ne croient pas que les vaccins soient sûrs. Plus de 30% des Français ont répondu qu'ils ne pensaient pas que les vaccins étaient sûrs. Alors, des données à prendre avec précaution, parce que la manière dont la question est posée est un peu inhabituelle par rapport aux études menées en France de manière générale, mais on voit quand même un très fort décalage et une très forte méfiance et défiance des Français envers la vaccination en général. Cette défiance, on la retrouve dans une étude que nous avons menée pour Sanofi Pasteur, justement, sur est-ce que les Français sont favorables à la vaccination de manière générale. Là, vous voyez que 18% des Français sont plutôt défavorables ou tout à fait défavorables à la vaccination, et nous n'avons que 43% d'opinions tout à fait favorables, donc beaucoup de réponses assez molles, du plutôt favorable ou du plutôt pas. Enfin, dernière donnée, plus sur le coronavirus en particulier, on a une pathologie qui, dans l'étude Coconel que l'IFOP a menée, est reconnue comme grave, avec un score de 8,2 sur 10 par rapport à la grippe, qui est à 6,5 sur 10. Mais nous avons tout de même un vaccin qui serait refusé par 26% des Français si un vaccin était disponible, avec une pointe très importante au niveau des 26-35 ans en particulier, qui se lisse ensuite avec l'âge, mais vous voyez que même chez les plus 75 ans, qui quelque part pourraient être les premiers concernés, 22% refuseraient un vaccin s'il était disponible. Je ne vais pas vous commenter ces chiffres plus que ça pour l'instant. On peut se demander pourquoi il y a une telle défiance contre la vaccination en France, mais je préfère laisser du temps à Bruno pour s'exprimer. Et donc, je passe la parole à Bruno Donini sur ce sujet, donc des enjeux liés au développement d'un futur vaccin contre le SRAS-CoV-2. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et puis merci William de me laisser la parole, et puis merci de m'avoir globalement invité à ce webinaire. Donc voilà, c'est un sujet brûlant. Il est clair que les enjeux post-confinement pour l'écosystème de santé français sont à l'actualité. C'est vraiment brûlant, et c'est sur l'angle de la vaccination que je vais essayer de les traiter aujourd'hui. Bon, cela ne nous a pas échappé, hein, les industriels de la santé et Sanofi en tête sont en première ligne depuis le début de cette pandémie. Il y a plusieurs grandes priorités qui guident notre activité. D'abord, assurer dans une période de confinement strict la continuité du service. Je veux dire, poursuivre la production et la distribution de nos médicaments qui sont attendus par les patients, et ce, malgré des circonstances et des effectifs réduits. Bon, c'est une priorité absolue pour nos 18 centres difficiles de production en France. Bon, l'autre priorité, c'est d'augmenter nos capacités de production sur les traitements qui sont particulièrement sollicités et demandés. On pense au paracétamol.
et bien sûr aussi de fournir les traitements en cours d'évaluation dans la lutte contre le virus, comme l'hydroxychloroquine qui a été cité en début de webinaire. À ce sujet, d'ailleurs, nous sommes engagés à faire un don de 100 millions de doses de cet antipaludéen pour permettre d'assurer les essais cliniques actuellement en cours dans le monde. Et bien sûr, au-delà, si les résultats étaient probants, on devrait avoir une vision un peu plus claire des résultats dans quelques jours. Et puis, bien sûr, continuer à produire pour faire bénéficier à nos patients les traitements dont ils ont besoin pour traiter leur pathologie. Bien sûr, priorité des priorités, c'est garantir la sécurité de nos 25 000 salariés, notamment ceux qui sont aujourd'hui mobilisés sur nos sites de production et de logistique. Bref, Sanofi tient son rôle d'acteur clé français de la santé. On a fait de la pandémie notre priorité, au-delà bien sûr de la recherche des traitements et de nouveaux vaccins. Et c'est de vaccination dont on va parler maintenant, et il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc en premier lieu, et c'est un peu le fil conducteur de ce qui a été évoqué précédemment, le monde entier vient de se rappeler que face à une infection virale en l'absence de vaccin, et finalement nos sociétés modernes, qui sont aussi structurées soient-elles, sont finalement bien démunies. Et puis finalement on réalise que, à nouveau, l'importance d'un vaccin. En termes de développement d'un vaccin Covid, de nombreux projets sont en cours de développement, près de 100 actuellement qui sont recensés par l'OMS. Et dans les jours et les semaines qui viennent, vous allez entendre de multiples annonces dans les médias sur la découverte d'un vaccin. Bon, ça a déjà commencé, on entend parler d'un vaccin israélien, bref. Vous allez avoir quasiment chaque jour un chercheur ou une structure annoncer la découverte d'un vaccin. Il faudra rester patient. C'est clair que pour trouver la bonne formule, c'est une chose, mais pouvoir évaluer la sécurité et l'efficacité de cette formule, ça prend du temps. Et ça ne se fait pas en quelques jours. Les études cliniques doivent être menées de la meilleure manière possible, dans les règles de l'art, et ça prend du temps. Nous avons peu de doutes sur notre capacité à trouver ce vaccin. Chez Sanofi, on travaille sur 2 pistes en termes de technologie. On a une piste sur l'ARN messager, qui est une voie qui est innovante, prometteuse, en collaboration avec Translate Bio. Et puis une voie de recherche qui est sur l'ADN recombinant. C'est une deuxième piste qui a l'avantage d'exploiter une plateforme de développement qui existe déjà. Une plateforme. Je crois qu'on a un problème de son avec Bruno. Bon, un peu de patience. Profitez peut-être de ce petit moment pour formuler vos questions pour qu'on puisse déjà y répondre si possible. Ce que j'ai vu beaucoup comme question, c'est par rapport à la téléconsultation, par exemple, par rapport aux attitudes des Français dont on a fait part dans notre enquête. Dans quelle mesure on pouvait vous donner plus d'informations sur les zones d'habitat, sur les plus de 60 ans, sur des aspects spécifiques. Et en fait, ça, c'est un petit peu difficile parce qu'à chaque fois, on est quand même sur même si on part d'un échantillon national représentatif assez important, on arrive après quand même sur des échantillons qui ne sont pas forcément suffisants. En revanche, nous sommes justement actuellement en train de mettre en place une étude en souscription, donc une étude mutualisée en fait, parce qu'on s'est dit que là, c'est vraiment un des sujets d'intérêt, que ce soit sur la téléconsultation, sur l'impact que ça a cet épisode par rapport à la manière d'anticiper en fait et de consulter par la suite. Voilà, donc on a mis une enquête mutualisée en place sur un échantillon plus grand, parce que là, on va être sur 2 fois 2000 patients, enfin personnes françaises, et on vous en dira un petit peu plus et vous allez recevoir un peu plus d'informations à ce sujet aussi avec le détail et le replay de notre webinaire là, qui est en route. Alors, j'ai peur qu'on a vraiment perdu Bruno parce qu'il doit essayer de se reconnecter. On voit qu'il est déconnecté, en fait, pour un problème d'Internet. Ce que je vois… Alors, on attend peut-être encore 1 ou 2 minutes.
Et donc, entre-temps, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions par rapport à ce que vous venez d'entendre aujourd'hui. En tout état de cause, alors comme on sait, parfois l'Internet peut être un petit peu difficile, on avait pris la précaution en fait d'avoir un enregistrement de sa part aussi, et de toute façon on va le faire, donc on vous mettra en fait l'enregistrement avec le podcast en fait concernant cette intervention. Comme ça, vous aurez de toute façon aussi accès à ce qu'il a dit ou ce qu'il a voulu dire. Bruno, vous êtes à nouveau avec nous. Bruno? Bruno? Vous nous entendez? Bruno, on vous entend, enfin on entend des pages tourner. Ok, donc je ne sais pas si on va avoir la possibilité de... Ah oui, il dit qu'il essaie de se reconnecter, mais que ça a l'air un petit peu difficile. Donc, si vous avez un petit peu de patience encore, je vais vous parler peut-être d'abord si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à les poser maintenant pour qu'on puisse y répondre dans ce temps-là, en attendant que Bruno essaie de se reconnecter. Et on vous met maintenant en slide, en fait, ce que l'étude en mutualisation dont on vous a parlé, qui s'appelle « Quel impact sur la prise en charge des autres pathologies et sur la perception de l'offre médicale après le Covid ». Donc, il y a un petit peu d'épidémiologie, c'est-à-dire que ce qu'on vous a montré là sur le nombre de personnes qui ont eu le coronavirus ou qui pensent l'avoir eu, on va le développer un petit peu plus. L'impact sur la continuité de soins. Est-ce que vous m'entendez? Bruno, super. On revient en arrière. Allez, tout de suite. Allez-y. On est ravis de vous avoir à nouveau avec nous. Donc, vous étiez en train de dire qu'il faut avoir un petit peu plus de patience pour attendre le vaccin. Parce que dans cette temporalité de médiatique, les gens se précipitent pour avoir tout de suite, en fait, les résultats. Et en fait, ça prend du temps de développer un vaccin. Bruno? C'est vraiment dommage parce que c'était tellement passionnant que ce que vous veniez de dire. Alors, on est vraiment désolé de vous avoir perdu, d'autant qu'on a l'impression que vous n'êtes pas loin et qu'on vous entend un peu parfois. Bon, alors, donc, en tout cas, c'est évident que les enjeux de développement de vaccins, c'est énorme. Et je pense qu'il n'y a jamais eu aucun médicament, il n'y a jamais eu un effort comparable pour développer un médicament avec autant de médecins et autant de pays impliqués, ce qui parfois peut être un peu compliqué aussi. Je pense qu'en termes de coordination par rapport à tous ces efforts, il est clair que Sanofi Pasteur avec GSK, en fait, en collaboration, sont en train de vraiment développer quelque chose qui puisse aider à développer et à mettre sur le marché ce vaccin. Alors, il est évident que du coup, après, il y a aussi le problème de la production une fois quand on l'a trouvé. Ah, Bruno, vous êtes là. Donc, je parlais de la production du vaccin qui est un autre problème, en fait. Il y a le développement et après la production. Bon, je pense qu'on va probablement être obligé de passer sur l'enregistrement qu'on va vous envoyer par la suite. Bruno, vous entendez? Nous, on vous entend, en fait.
Bon, vous aurez son intervention en tout cas en podcast, hein, donc je pense que ça c'est vraiment important. Je pense qu'on va devoir clôturer, Christina. Oui, je suis vraiment désolée. Allô? Bruno? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Apparemment non. Si. Ok, je vois Christina que vous m'entendez, alors si on peut, moi je vous entends pas, donc si on peut converser par message, je veux considérer éventuellement s'il y a des questions ou si je dois reprendre. Oui, d'accord. Bon, alors je me permets de reprendre, si vous voulez, mon intervention. J'en étais arrivé en fait au moment important, je pense, au moment de la recherche du développement sur le vaccin Covid. Je vous disais que de nombreux projets étaient en cours, à peu près une centaine recensés par l'OMS, pardon, et vous entendrez dans les semaines qui viennent pas mal d'annonces sur les médias sur la découverte d'un vaccin. Il faudra rester assez patient parce que finalement trouver la bonne formule d'un vaccin c'est une chose, mais pouvoir le développer, évaluer la sécurité, l'efficacité, c'en est une autre. Ça prend beaucoup de temps. Chez Sanofi, on a peu de doutes sur notre capacité à trouver un vaccin. On travaille sur 2 pistes en termes de technologie, un ARN messager en collaboration avec Translate Bio et une voie de recherche via l'ADN recombinant, qui est une piste qui est intéressante parce qu'elle utilise une plateforme qui existe chez nous et qui est déjà utilisée pour produire un de nos vaccins contre la grippe. On envisage une mise à disposition d'un vaccin ça a été dit précédemment, pour la deuxième partie de 2021, donc dans plus d'1 an. Donc c'est assez long, hein, mais c'est le temps nécessaire pour évaluer, pour garantir la sécurité, qui bien sûr est notre priorité, et puis aussi pour produire à grande échelle, parce que le vrai enjeu du vaccin contre le SARS-CoV-2, ça n'est pas de le découvrir, de l'inventer, mais c'est plutôt de pouvoir le produire et de distribuer plusieurs milliards de doses en un temps court. L'enjeu, il est vraiment là. Et finalement, peu d'entreprises dans le monde ont cette capacité de production à très grande échelle. En fait, il y en a 5 à peu près. Hein. Alors, je dis à peu près, il y en a 5 qui ont cette capacité mondiale, et Sanofi Pasteur en fait partie. On s'appuie sur 15 sites de production dans le monde, 3 en France, c'est une chance, avec notamment Marcy-l'Étoile, qui est le plus grand site de production de vaccins au monde, hein, dans la banlieue de Lyon. Un autre enjeu au-delà de la production du vaccin Covid sera bien sûr de maintenir la production des vaccins plus classiques, comme la coqueluche, la rage, la grippe. Hein. Ces maladies vont pas disparaître, même si les médias ont tendance à effacer tout au profit, si je puis dire, du Covid. Ces pathologies continueront à exister. Et d'ailleurs, l'hiver prochain, on peut s'attendre à, pourquoi pas, potentiellement une superposition des 2 événements, grippe et Covid, et ça serait assez dramatique. Enfin, pour résumer, l'enjeu clé concernant le vaccin, ça sera de pouvoir assurer la continuité de la chaîne de valeur, de la recherche et développement jusqu'à la production, la distribution et pourquoi pas aussi l'administration, parce que vont se poser également des énormes problèmes en termes de logistique. On se souvient tous, en tant que Français, de la crise H1N1 et de comment avait été gérée l'administration du vaccin. On peut s'interroger sur comment cette étape sera menée et comment on pourra effectivement assurer, pourquoi pas d'ailleurs, une superposition entre une vaccination grippe et une vaccination Covid l'année prochaine. Mais évidemment, seul, on n'y arrivera pas. Il nous faut une collaboration intelligente et qui nous permettra d'être au rendez-vous. Vous avez vu dans la presse, en début de semaine, la Commission européenne, par la voix de sa présidente, a rallié une trentaine de pays, une dizaine d'organisations pour financer les outils de diagnostic, traitement, vaccin. C'est quand même 7,4 milliards d'euros qui ont été levés. La moitié seront consacrés au développement d'un vaccin, donc ça participe au mouvement global de recherche. De notre côté, on a signé tout récemment un accord de co-développement avec GSK pour combiner notre futur antigène SARS-CoV-2 avec leur adjuvant SO3 pour permettre d'augmenter l'efficacité du potentiel vaccin et puis surtout d'en augmenter la capacité de production puisque, vous savez, l'adjuvant permet de garantir la même efficacité protectrice d'un vaccin mais avec une dose inférieure. Et pour terminer sur la partie développement, on a signé un accord avec la BARDA, qui est le Biomedical Advanced Research and Development Authority, qui en fait relève du ministère américain de la Santé pour nous aider à développer notre vaccin COVID-2. Un autre enjeu clé, et ça a été évoqué précédemment en matière de vaccin, ça sera l'acceptation du public. Il n'y a pas de vaccin efficace qui ne soit pas utilisé. Si vous voulez, ça paraît une palissade, mais c'est une réalité. On reproche parfois des vaccins qui sont sous-utilisés avec des couvertures vaccinales très faibles de ne pas être efficaces. C'est clair que si on ne l'utilise pas, il ne peut pas avoir de résultat.
On se souvient tous de l'étude qui a été présentée tout à l'heure, hein, qui est une étude qui montrait la France, qui classait la France comme le pays le plus défiant au monde. Bon, depuis quand même, il y a de gros progrès qui ont été observés autour de l'image de la vaccination, hein, notamment dans les médias. Il y a une reprise en main du sujet par les autorités de santé qui est quand même assez marquante depuis 2 ou 3 ans, avec notamment la mise en place de l'obligation vaccinale pour les nourrissons de moins de 24 mois, qui a quand même permis d'améliorer considérablement les taux de couverture vaccinale, notamment la couverture vaccinale du méningo C, contre le méningo C, pardon, ou bien la vaccination grippe par les pharmaciens, qui est une mesure qui a permis aussi de libérer un peu la facilité d'accès au vaccin pour les patients. Mais c'est une bataille c'est une bataille de gagner, mais c'est sûrement pas une guerre de gagner, puisque la confiance dans la vaccination est toujours hésitante. On voit, et ça a été montré là également par William, que 26% des Français ne se vaccineraient pas si un vaccin Covid était disponible demain, alors qu'on est en pleine crise. Et j'ai envie de dire, dans ce contexte actuel, ça fait quand même un peu peur de se dire que des personnes directement visées par une pathologie préfèrent risquer de mourir d'une maladie plutôt que de faire un vaccin. La question fondamentale de tout ça, c'est bien sûr la sécurité. Et la question de la sécurité d'un vaccin qui serait récemment mis au point, ça sera évidemment dans toutes les têtes. Il faudra faire de la pédagogie. Il faudra expliquer comment on fait pour aller plus vite, comment on fait pour accélérer le processus qui habituellement prend plusieurs années. Pour fabriquer une combinaison vaccinale complexe hexavalente, par exemple, il nous faut 36 mois, dont 70% de ce temps est dédié au contrôle. Donc, c'est du temps qui est quasi incompressible. Donc, il faudra qu'on explique comment on a fait pour mettre en place, qu'avons-nous mis en place en tant que producteur pour aller aussi vite. Et si on est allé aussi vite, est-ce que c'est parce qu'on a moins contrôlé nos vaccins? C'est des choses qu'on va entendre. Et cet effort de communication, il ne sera pas seulement en provenance du producteur, il faudra aussi il faudra que ce soit un effort général. Et donc, il faudra un effort de toutes les parties prenantes pour ne rien lâcher sur cette question. En fait, il faudra toutes les énergies, il faudra que les professionnels de santé puissent disposer de l'information nécessaire pour eux-mêmes et pour leurs patients, puisque c'est vrai que certains professionnels de santé ne sont absolument pas convaincus. Les autorités doivent mettre en place optimiser les timings de libération des lots et donc probablement renforcer les équipes de contrôle, les laboratoires de contrôle. Il faudra que, bien sûr, la campagne grand public soit mise en place que les autorités puissent impliquer les pharmaciens, par exemple, les infirmiers, tout le personnel soignant, afin que chacun puisse travailler dans le même sens. Et puis, bien sûr, les médias, pour qui il faudra bien sûr aider et nourrir, afin qu'ils diffusent les bonnes informations et non pas des fake news. Je ne vous parle pas des réseaux sociaux, qui sont le lieu privilégié des fake news. Il faudra aussi essayer de les alimenter, mais là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Pour terminer, j'ajouterais que la crise qu'on traverse a eu un impact fort sur la vaccination des adultes. Vous l'avez vu tout à l'heure, il y a eu une chute importante des vaccins de rappel de l'adulte depuis 2 mois, et une moindre utilisation également des vaccins du nourrisson, qui sont pourtant obligatoires. Bon, les Français limitent leurs déplacements, y compris chez les médecins. Ça a un impact direct sur les taux de vaccination, ça, d'accord, ok. Enfin, il faudra rattraper cette situation et probablement en sollicitant, par exemple, les pharmaciens qui pourront très bien aider les médecins à vacciner les adultes dans les semaines, les mois qui viennent, médecins qui seront quand même très occupés eux-mêmes. Le dernier sujet que je voulais aborder rapidement, c'est pas un sujet qui est directement lié au Covid, mais qui a plutôt été exacerbé par la crise sanitaire, c'est celui de l'indépendance européenne en termes de médicaments. Alors, il faut qu'on assure une capacité de production de principes actifs, vous savez, les éléments constitutifs des médicaments, une capacité à l'échelle de l'Europe, car nous sommes aujourd'hui trop dépendants des pays asiatiques, et ça nous a posé des problèmes en 2019 avec la crise des corticoïdes, et plus récemment avec les produits surconsommés dans le cadre de la crise sanitaire. Donc il apparaît nécessaire en fait de garantir la relocalisation de la production des principes actifs qui rentrent dans la composition de nos médicaments. On a un projet qui est en place, qui s'appelle Pluton, qui est là pour créer un vrai acteur européen de la production de principes actifs en mobilisant, en transformant une partie des usines de chimie vers la production de principes actifs. Donc c'est un enjeu essentiel aussi, et c'est quelque part un point positif que la crise Covid, parce qu'il faut toujours retenir le positif des choses, un point positif que la crise Covid nous a amené à faire, même si le projet avait démarré avant, c'est d'accélérer cette relocalisation, si je puis dire, au niveau européen. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les enjeux post-Covid. Vous voyez, ils sont nombreux, et je pense que ça va nous occuper, et ça fera des prochains mois une période très très riche. Puis je vous remercie de votre attention. Le problème, c'est que par contre, je ne vous entends pas. Ah oui, c'est Je peux parler, mais je ne sais pas, j'ai pas de retour, pardon. Voilà, donc je vais le remercier par écrit et
Donc, je pense que l'intervention de Bruno était tout à fait éclairant aussi par rapport à cette idée qu'il faut peut-être être un tout petit peu patient aussi, même si on a tous envie de voir un vaccin arriver tout de suite, parce qu'il faut du temps pour les développer, du temps pour le tester, du temps pour le fabriquer après et pour les distribuer. Donc, il faut qu'à tout élément de la chaîne, il y a tous les éléments en place pour que ça se passe bien. Ben, nous, en tout cas, je pense qu'on va clore le webinaire là. Si vous n'avez pas d'autres questions, les questions vraiment que j'ai vues avant tout, c'était relatif au fait que vous souhaitiez plus d'informations en détail par rapport aux différentes cibles qui étaient concernées par tel et tel aspect de nos différentes études. Je vous dis, en grande partie, c'est des choses qu'on ne peut pas encore forcément savoir en détail, donc on ne peut pas vous répondre à toutes ces questions. En revanche, je vous renvoie donc à notre étude mutuelle, en fait, qui va, elle, permettre d'aller voir un petit peu plus clair, parce que là, on va être sur 4000 Français, donc du coup, on a une base qui est vraiment suffisamment importante pour aller loin par rapport à ça. Et pour des aspects peut-être un petit peu plus, comment dire, sociétaux à proprement parler, un petit peu moins sanitaires, il y a également une étude mutuelle, donc en souscription, qui a été développée par le DOS, par notre département opinion, sur confiné et après, et qui là reprend vraiment des aspects par rapport au bilan du confinement, les analyses de ce qui change fondamentalement dans la vie et les perspectives. Et bon, les perspectives sanitaires en font un petit peu partie, mais c'est vraiment beaucoup plus vaste que ça. Donc, vous voyez, l'IFOP continue à travailler dans ce sens. Donc, vous accompagner pour vous fournir de l'information et de l'insight pour prendre les bonnes décisions. Voilà, je pense qu'on peut arrêter là. Je remercie vraiment tout le monde. Bruno, vous avez tous nos remerciements, même si vous ne m'entendez pas. Le replay va être disponible bientôt. Et pour clore, juste le prochain webinaire, en fait, qu'on va mettre en place, parce que c'est maintenant le pli est pris, on va continuer comme ça, en fait, à l'avenir. Ça va être la semaine prochaine et ça va être autour du changement, la mutation dans les modes de consommation responsables et surtout dans le domaine de l'alimentation. Donc, ça va être passionnant aussi parce qu'il est clair que l'alimentation, santé, voilà, on est tous dans la même perspective. Donc, merci à vous, merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Merci.